Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. La prévention du tabagisme et la promotion des comportements favorables à sa réduction constituent une priorité des politiques de santé, tant au niveau national que local. Le tabagisme demeurant un des premiers déterminants de santé et cause de mortalité et morbidité évitable. L'hôpital est un endroit privilégié dans l'accueil des malades et de diverses souffrances. C'est un lieu de santé qui reçoit entre autres les patients relevant de dommages sanitaires dont certains provoqués par le tabac. Plus qu'ailleurs, la question de moins ou de ne pas fumer s'y pose pour chacun, soigné, visiteur ou soignant. Ainsi, la place de l'hôpital apparaît centrale pour renforcer la prévention du tabagisme. Certains établissements de santé ont déjà pris de nombreuses initiatives pour s'inscrire dans une telle démarche, tel que le centre hospitalier de Mâcon qui est labellisé lieu de santé sans tabac. À ce titre, l'IREPS accueille Pascal Ménessier, médecin addictologue à l'hôpital de Mâcon, qui vient témoigner de l'engagement de son hôpital en matière de prévention du tabagisme à travers ce projet. Bonjour Pascal. Bonjour Fanny. Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer ce qu'est un lieu de santé sans tabac ? Un lieu de santé sans tabac, c'est un établissement, un hôpital où on essaie de ne pas fumer, où on s'abstient de fumer selon la législation en vigueur, où on aide et où on accompagne les usagers, les patients, les professionnels à moins fumer ou à ne pas fumer, où on favorise l'accès à des soins en tabacologie pour chacun et pas que seulement pour les malades hospitalisés, et où on favorise aussi l'accès aux substituts nicotiniques. Enfin, c'est un lieu où on permet de ne pas trop être exposé à la fumée du tabac, y compris quand on essaie de s'arrêter de fumer, quand on est de jeunes non-fumeurs, plus fragiles que d'autres encore par rapport à ça. C'est un lieu qui est labellisé au niveau national par le réseau de prévention des addictions, le RESPAD, et aujourd'hui, cette démarche peut être étendue vers les établissements de formation, les écoles de santé. Et alors pourquoi s'inscrire dans une telle démarche ? Le tabac, c'est quand même une des questions de santé, une des causes principales de maladies et de mortalité, et y compris à l'hôpital. C'est un déterminant de santé majeur. C'est une des premières causes de maladies évitables et de mortalité prématurée. Et dans un hôpital, qui est quand même un lieu emblématique par rapport à la santé pour une ville, il y a toutes les raisons de s'occuper de la santé de ceux qui y arrivent, aussi bien les soignés que les autres professionnels, les familles, les entourages. Il s'y ajoute le fait que ça peut aussi être une démarche de prévention auprès des professionnels qui travaillent dans cette structure, sachant que les hôpitaux sont habituellement les premiers employeurs de la plupart des villes. Enfin, c'est une question de développement durable, puisque les déchets du tabac sont particulièrement toxiques, polluants, et que chaque semaine, à l'échelle de l'établissement où je travaille, il y a 30 litres de mégots qui sont ramassés, c'est-à-dire 8000 mégots par semaine, un tiers dans les cendriers, 2 tiers au sol. L'important, c'est de savoir ce qu'ils deviennent ensuite. L'idée de s'engager dans cette démarche, c'est aussi de souligner le fait qu'il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes, y compris avec le tabac, même quand on est malade, même quand on est âgé. Oui, donc on entend bien là donc vraiment l'enjeu global en matière de santé, à la fois au niveau individuel, mais aussi, comme vous le dites très bien, au niveau environnemental. C'est un choix collectif, c'est une proposition générale d'une structure publique de soins. Pourriez-vous maintenant nous parler de l'expérience du centre hospitalier de Mâcon en tant que lieu de santé sans tabac ? Depuis 3 ans que l'hôpital de Mâcon a été financé comme lieu de santé sans tabac, on a engagé un certain nombre de démarches, d'actions, en sachant que c'est un projet qui était réfléchi depuis un certain nombre de mois ou d'années, et surtout que ça fait suite à une histoire dans l'établissement depuis presque une trentaine d'années, avec dès les années 90 le hall principal de l'hôpital qui était décrété non-fumeur, l'année avant la loi Evin, et dès 2006, là encore avant l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la proposition de rendre le restaurant du personnel comme non-fumeur. Au-delà de cette histoire, il y a eu une opportunité entre appel à projet dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions, soutien et mobilisation du réseau national de prévention des addictions, le RESPAD, et puis différents échanges avec l'ARS, et notamment un chargé de mission de l'époque qui était M. Julien Bouvray, du groupement Addiction Franche-Comté. Tout ça, ça aboutit à une conjonction ou une rencontre de bonne volonté,
et de ressources, sans qu'il y ait franchement un déclencheur ou un élément spécifique de démarrage. Et on a développé le projet avec des ressources internes à l'hôpital, en collaboration avec le service de santé au travail, en collaboration avec l'Institut de formation infirmier et aide-soignant, et avec aussi le soutien de l'IREPS et la participation d'une des animatrices de l'IREPS qui nous apporte une compétence qu'on a moins dans les lieux de soins. Donc un projet de longue date et partenarial, si je comprends bien, multipartenarial même. C'est ça s'étale dans le temps, ça se renforce au moment où il y a des moyens particuliers qui s'ajoutent. Et puis c'est aussi l'occasion d'élargir les compétences en associant des compétences de prévention qui ne sont pas forcément celles les plus présentes en milieu hospitalier classiquement. Et plus concrètement alors, comment l'hôpital s'engage-t-il ou comment un hôpital peut-il s'engager à travers un tel projet ? Notre expérience n'a pas valeur d'exemple, c'est juste une possibilité. Après, c'est un peu en fonction des conjonctions et des ressources locales. Dans notre cas, on a décliné un certain nombre de projets et la première idée était d'harmoniser une communication visuelle avec la création d'un logo, d'une charte graphique de couleurs qui puisse immédiatement faire penser au projet sans qu'on ait besoin d'explications. Ensuite, on a souhaité uniformiser et rendre un peu moins dégradés et plus attractifs les abris fumeurs et les lieux fumeurs en extérieur pour tenter de limiter la diffusion des fumeurs et les concentrer à des endroits choisis, plutôt à distance des bâtiments et éviter les nuisances de la fumée qui rentrent par les fenêtres, par les portes et qui finissent dans les chambres de malades. Et l'idée, c'est de créer des bulles sans tabac autour des bâtiments qui, eux-mêmes, du fait de la loi, sont non-fumeurs par définition. S'y rajoute, dans le cadre de l'hôpital, une approche avec des publics prioritaires habituels ou classiques en santé publique, mais qu'on a repris et décliné dans le cadre de l'établissement en périnatalité, femmes enceintes, mais aussi le conjoint dans le couple, la prévention par rapport à l'exposition postnatale, enfin des nouveau-nés. L'approche aussi de malades chroniques, notamment de malades qui ont des pathologies dues au tabac. Il est toujours important et possible de s'arrêter de fumer, même quand on a une complication due au tabac, pulmonaire, vasculaire ou ce qu'on voudra, avec un axe particulier aussi autour des opérations en périopératoire ou avant une intervention chirurgicale, pour préparer les personnes à arriver à une anesthésie dans le meilleur état possible et prévenir les complications et les inconvénients potentiels après chirurgie. Il y a eu aussi des livrets et des clips vidéo qui ont été constitués avec un certain nombre d'informations, les mêmes repères visuels qui commencent à diffuser dans l'établissement, soit sous forme papier, soit sous forme vidéo, dans les salles d'attente ou dans les endroits où il y a des écrans et un public de patients ou d'entourage qui attendent. On a aussi proposé et mis en place la généralisation de la prescription des substituts nicotiniques par les non-médecins, ce qui est une possibilité depuis 2016, inscrite dans la loi. Il fallait aussi que ça devienne une réalité, comment les infirmiers, les kinésithérapeutes peuvent prescrire pendant l'hospitalisation et après l'hospitalisation les substituts nicotiniques. Encore plus loin, et là ça reste en cours, c'est d'arriver à systématiquement parler de tabac avec tous les patients rencontrés et faire ce qu'on appelle un recueil systématique du statut tabagique, demander aux malades qu'on croise s'ils sont fumeurs, non-fumeurs, ex-fumeurs, et en fonction de ces situations, proposer un soutien, une approche ou une orientation éventuelle. Enfin, par rapport au personnel, on a développé un axe de formation, c'est-à-dire en se formant comme formateur sur ce qu'on appelle le repérage précoce et les interventions brèves en tabacologie, pour permettre de continuer à diffuser et multiplier en interne les connaissances et renforcer les compétences des personnes. En complément, puisqu'on est dans le mois sans tabac, il ne faut pas perdre de vue que c'est aussi un mois important dans l'année, mais les 11 autres le valent aussi, comme les 364 jours à côté de la Journée mondiale sans tabac. C'est quand même un mois où se concentre un certain nombre d'actions avec des stands, des informations, un affichage, la mise à disposition de kits d'arrêt du tabac, mais aussi une information auprès des équipes et des soignants
en soutien de leur approche auprès des patients, des incitations et des offres de consultation, de rencontres avec les professionnels en tabacologie, infirmières, médecins, psychologues qu'il y a à l'hôpital. Et enfin, plus particulièrement pour les soignants, mais c'est une possibilité sur l'année dans le cadre de l'établissement, de pouvoir accéder à une première dispensation gratuite de substituts nicotiniques à ceux qui veulent moins fumer, arrêter de fumer, ou pourquoi pas ne pas fumer quand ils sont au travail. Donc à travers ce panel large d'actions, on sent vraiment l'engagement total et à différents niveaux. Donc, comme vous le dites, à la fois auprès du personnel, des patients, mais aussi des locaux même de l'hôpital. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors ça fait un peu catalogue comme ça, mais c'est effectivement une offre qui s'étale et qui se dirige vers l'ensemble des personnes qui se croisent à l'intérieur de l'hôpital. Pourriez-vous nous expliquer comment faire pour devenir un lieu de santé sans tabac ? Pas sûr qu'il y ait une recette qui puisse s'appliquer pour tous, mais ce qu'on a pu retenir, nous, c'est qu'il faut déjà pouvoir s'appuyer sur l'existence qui a déjà fonctionné et ce qui fonctionne dans l'établissement avec une continuité et une reconnaissance de ceux qui ont déjà travaillé le sujet sans forcément être identifiés ou reconnus comme cela. La deuxième idée, mais qui n'est pas si loin, c'est d'identifier les ressources, les personnes qui ont déjà travaillé le sujet et pouvoir les rapprocher, les fédérer dans un collectif pluriprofessionnel, quel qu'il soit soignant, non soignant, personnel technique, bénévoles, visiteurs. Et avec cet ensemble, il y a une mobilisation. À un moment donné, il y a effectivement un déclenchement. Et pour pouvoir poursuivre, le fonctionnement habituel des hôpitaux amène à mettre en place une forme de pilotage ou de comité technique, enfin avoir quelques référents qui soient les chevilles ouvrières, parce qu'on sait qu'il y a un travail de fond. Il faut pouvoir s'adosser à des référents, des personnes qui soient là au moment et qui aillent au travail quand on en a besoin. Une autre idée, c'est la communication interne, parce qu'il peut y avoir des bonnes idées au sein d'un établissement qui ne diffusent pas forcément sur l'ensemble ou à l'ensemble des professionnels. Et dans cette mobilisation, il y a aussi un partage d'informations. Effectivement, une démarche globale d'identification des ressources et des moyens internes qui ensuite vont être renforcés. De manière un tout petit peu technique, idéalement, il faut que ça soit inscrit dans le projet d'établissement des centres hospitaliers, et pas simplement dans un projet médical, mais dans un projet global. Et puis, il faut que ce soit validé par les instances hospitalières habituelles. En dehors de l'hôpital, moi, je voudrais aussi rappeler le rôle de soutien, de conseil, mais aussi d'aide à la formulation qu'est le Réseau national de prévention des addictions, RESPAD, qui met à disposition une base documentaire, des soutiens de formation, mais aussi d'information, des supports, qui passent par une adhésion, alors ça c'est des aspects techniques, et puis qui peuvent permettre la labellisation lieu de santé sans tabac, ce dont on a parlé au tout début, qui découle du renseignement d'un audit proposé par cette structure, par le RESPAD. Et pour terminer, Pascal, quel conseil pourriez-vous donner à un établissement de santé qui souhaiterait s'engager dans une telle démarche ? C'est une bonne idée, qu'il faut y aller, qu'il n'y a que des bénéfices pour tous, pour les patients, pour les fumeurs et ex-fumeurs, pour les professionnels, de s'investir dans une forme d'accompagnement et de soins qui n'est pas forcément habituelle, de travailler en collaboration avec d'autres métiers. Enfin, c'est une des richesses, effectivement, des grosses structures comme sont les hôpitaux. L'intérêt, c'est effectivement la rencontre des métiers et le soutien indispensable à un moment donné de l'administration, de la direction de l'établissement, sans attendre que ça devienne un référentiel opposable, c'est-à-dire une contrainte à devoir le développer, ce qui pourrait peut-être arriver dans l'avenir. Une autre idée, c'est qu'il n'y a pas que les professionnels de la tabacologie et de la dictologie qui sont mobilisés ou qui sont partie prenante d'un tel projet, puisque l'essentiel des actions vont être menées par les soignants, par les professionnels de tous les services, qui ne sont pas forcément spécialisés, mais qui ont des compétences et une capacité de développer des soins, et cette fois-ci de les concentrer autour des questions liées au tabac. Si je disais juste une conclusion, c'est que ça me semble être plus une dynamique à entretenir qu'un déclenchement, et puis ensuite ça va continuer tout seul.
il y a besoin de continuer à animer et de maintenir le projet dans le temps. Eh bien, cette dynamique, vous la maintenez grâce à ce riche témoignage et ce partage d'expérience. Donc, merci beaucoup, Pascal. Pour en savoir plus sur l'opération Moi sans tabac, rendez-vous sur le site de l'IREPS au www.ireps-bfc.org. Et n'oubliez pas, en novembre, on arrête ensemble.